Merci encore une fois de l'invitation. Ça me fait plaisir de partager avec vous certains éléments du rapport qui s'intitule « Pour une laïcité québécoise encore plus cohérente, bilan et perspective ». Et aussi, j'étais aussi en commission parlementaire cette semaine pour nous prononcer. Guillaume était avec moi, mais comme il était à l'Université de Nîmes, en France, donc il était par visioconférence. Et nous avons tous les deux souligné quelques éléments positifs du projet de loi 9. Sur les éléments négatifs, il y en a un, entre autres, qui nous agace particulièrement, c'est le retrait de l'article 4 sur les services laïques, le droit des services laïques, qui était dans la loi 21, qui a été retiré. Et on nous a expliqué que c'était à la demande de M. le souverain Jolin Barrette, le roi Jolin Barrette, qui voulait mettre cet élément-là dans son projet de constitution, sauf que dans le projet de constitution, tel qu'il est rédigé en ce moment, on a affaire à un droit collectif et non pas un droit individuel. Donc, qui serait, et selon DCQ, selon Droit collectif Québec, qui est présidé par mon collègue Daniel Turp, ce serait impossible à partir de maintenant d'avoir un droit pour revendiquer le droit des services laïques, puisqu'on parle surtout d'un droit collectif. Daniel pourra vous en parler un peu plus que moi, mais c'est quelque chose qu'on a remarqué, qu'on a reproché. L'autre élément qui est important de souligner, puis Nadia, elle vous en a parlé en long et en large, mais le problème des accommodements dits raisonnables, on a demandé de modifier le terme accommodement raisonnable pour accommodement minimal et non pas excessif, c'est-à-dire c'est un concept juridique. Et c'est bien expliqué dans notre rapport et on vit avec ça. On est pris avec ces concepts juridiques-là. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de l'amoindrir, c'est-à-dire de faire en sorte que l'État et le privé aussi puissent avoir une plus grande marge de manœuvre pour donner un accommodement pour les services religieux, c'est-à-dire pour la liberté religieuse, qui ne soit pas aussi envahissant que ce que ça l'est en ce moment. Et même, je pense qu'on est allé très loin. Daniel, tu pourrais même le dire. On est allé assez loin quand même dans nos recommandations. Ce qui a été retenu par le ministre pour le projet de loi 9, c'est vraiment très loin. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'article 10 de la Charte québécoise, qui est le droit à l'égalité, on pourrait jamais, jamais avoir d'accommodement. Parce que ça veut dire que le droit à l'égalité ne serait pas vraiment respecté s'il n'y a pas de possibilité d'accommodement. Parce que là, on parle d'accommodement religieux, mais il y a d'autres accommodements en vertu du droit à l'article 15 ou l'article 10 de la Charte qui doivent être donnés. Alors, je ne veux pas entrer ici dans des technicalités juridiques, mais c'est important quand même de le dire parce que je suis en train d'étudier particulièrement les actions positives. Et les actions positives, ça fait partie des accommodements religieux, les actions positives pour donner vie au droit à l'égalité. Et professeur Proulx, cependant qu'il enseignait à Sherbrooke, avait dit à un moment donné que l'exemple des rampes dans les édifices publics pour les personnes handicapées, c'est une action positive. Par exemple, pour donner vie au droit de vote, si une personne handicapée en chaise roulante ne peut pas entrer dans le bureau de vote, bien, c'est assez une grave atteinte à son droit à l'égalité, c'est-à-dire le droit d'aller voter. Et je trouvais cet exemple-là quand même très parlant parce qu'on pense toujours aux accommodements en droit du travail ou en droit religieux, mais les accommodements pour le droit à l'égalité, c'est beaucoup plus large que ça. Alors, c'est difficile de pas... Pour nous, c'était difficile de dire « abolissons complètement les accommodements ». C'était presque impossible. Alors, je voulais revenir là-dessus. Ce que fait notre rapport, qui n'est pas parfait, mais nous avons eu 5 mois, je dois dire, pas 6 mois, 5 mois pour faire ce rapport. Et nous avons travaillé très fort. Et c'est sûr que parce que Guillaume et moi, on a une bonne expérience du sujet, on a été capable de ratisser assez large. Dans mon cas, je pensais très important d'avoir un chapitre complet sur le droit des femmes à l'égalité et sur le fait que les femmes ne doivent pas être discriminées
en vertu du droit religieux, en vertu des accommodements religieux. Vous vous souvenez, quand j'étais au Conseil du statut de la femme en 2007, c'était dans la période des accommodements dits raisonnables et on voyait que de plus en plus de ces accommodements-là étaient demandés pour ne pas être servi par une femme ou encore pour cacher le Y, les fenêtres du Y de Montréal parce qu'il y avait des femmes en short et ça devenait difficile pour certaines personnes de communautés religieuses de passer par là parce qu'ils voyaient ces femmes, ces tentatrices universelles, danger pour la sexualité, la chasteté de ces messieurs. Et là, moi, je me suis un peu, beaucoup objectée à ce genre d'accommodement. Et j'ai eu l'idée de retenir les services du professeur Henri Brun, qui m'avait enseigné à l'Université Laval. Ma première année de droit, je l'ai fait à Laval et non pas à Montréal. Et c'est professeur Henri Brun que je respectais, que j'aimais beaucoup, même si j'avais eu maille à partir quelquefois avec lui dans une autre vie. Mais alors, j'ai demandé de venir être le conseiller du conseil sur justement cet élément-là. Donc, le conflit de droit entre la liberté de religion et l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on a fait 3 avis pas mal percutants. Et même le ministre Jolin Barrette m'avait avoué que 2 de ces avis-là avaient inspiré pour la rédaction de la loi 21. Et dans ces avis, on avait vraiment élaboré comment le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes était un de ceux qui était le plus souvent violé, oui, exactement, et combien c'était banal d'accorder un accommodement religieux qui tassait les femmes. Alors, dans le rapport, je trouvais important que l'on ait un chapitre complet sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et pour aider les personnes qui réfléchissent à ces questions, à bien comprendre que les religions, et on le dit dans le rapport, il y a des gros mots dans ce rapport-là. Le mot patriarcat revient assez régulièrement. Même Guillaume, au début, avait les oreilles un peu... Mais écoutez, c'est ce qui fait, parce que on sait que les religions sont nées dans le creuset du patriarcat qui fait en sorte que les femmes sont inférieures aux hommes. Alors les religions, les 3 religions monothéistes, c'est la norme que les femmes soient infériorisées aux hommes et donc tout le droit, ça commence par le droit romain, mais le droit après le droit canon, par exemple le droit civil québécois durant l'acte de Québec, c'était le droit napoléonien. Alors les femmes avaient un statut moindre que les hommes, etc., etc. Donc, et j'ai même dans le rapport, on explique, oui, c'est important, la laïcité, la neutralité plutôt religieuse des représentantes et des représentants de l'État, dont les gardiennes et les éducatrices en CPE, pour la neutralité, le devoir de neutralité de l'État, mais c'est aussi important que ces employés de l'État, ces représentants de l'État, ne soient pas voilés, parce que c'est du voile dont on parle le plus, parce que c'est un signe qui est sexiste. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, malheureusement. Puis, bon, je comprends que mais moi, je représente PDF Québec devant la Cour suprême, justement pour défendre la loi 21, et j'expose en long et en large comment les signes religieux sont porteurs des dogmes d'infériorisation des femmes. Et quand Nadia vous disait tout à l'heure que dans les CPE et les garderies privées, les dogmes religieux et la religiosité fait maintenant partie du quotidien, parce qu'on a fait l'erreur en 2019 de ne pas inclure les CPE et les garderies subventionnées dans les normes, les obligations de neutralité religieuse. Ce qui s'est passé, puis Fatima pourrait nous le dire, une collègue de Nadia qu'on a interviewée, il y a eu comme un mouvement pour s'installer un peu plus de religiosité dans les endroits où il n'y en avait pas. Et les CPE et les garderies, on le voit, Nadia le mentionnait tout à l'heure, beaucoup de CPE et beaucoup de garderies privées où les éducatrices portent le voile.
et certaines portaient même le niqab. Dans certains CPE, même si on disait que c'était interdit, des CPE qui étaient près de l'école Bedford, on nous a dit qu'il y avait certaines femmes qui portaient le niqab. Donc, parce qu'il n'y a pas de... le ministère de la Famille n'inspecte pas, ne se soucie pas tellement de ces considérations-là. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a rencontré, puis on a parlé à des gens des CPE et des gens de l'Association québécoise des CPE, des gens des garderies privées subventionnées. Et la religiosité, le premier signe de religiosité, c'est effectivement les signes religieux que portent les éducatrices en garderie, les responsables aussi en garderie et en CPE. Et cela entraîne un climat de religiosité et de discussion sur qu'est-ce qui est permis pour la religion. Est-ce qu'on peut manger, les enfants qui viennent voir l'éducatrice, est-ce que je peux manger ces bonbons-là? Est-ce qu'il y a de la gélatine dans ces bonbons-là? Est-ce que cette semaine, il y a telle fête? Est-ce qu'on peut partir plus tôt pour telle fête, etc.? Alors, il y a comme... Et une éducatrice de l'école, une enseignante de l'école de Bedford m'a dit que le fait, c'est réglé maintenant, mais quand même, le fait que les éducatrices de garderie scolaire portaient le signe religieux, elle dit ça a changé complètement la relation entre nos élèves, de confession musulmane bien sûr, avec moi comme professeur non confessionnel. Les enfants, je n'étais plus le référent ou la référence pour mes enfants, c'est l'éducatrice voilée qui devenait le référent. Alors ce climat de religiosité-là est bel et bien installé et il y a un ancien travailleur de l'Association québécoise des CPE qui nous a dit à Montréal, essayez d'aller dans les CPE qui ont été identifiés par Francis Veil comme des CPE qui recrutent les enfants par ethnie, religion, etc. Essayez d'aller dans ces CPE-là avec votre enfant, ce qui n'est pas religieux, ou même qui n'est pas de cette confession de ce CPE, vous verrez que c'est impossible. Parce que depuis toujours, le ministère de la Famille tolère la religiosité de ces CPE et de ces garderies privées subventionnées. Alors, c'est tout réglé. C'est pas ça qu'elle dit, Nathalie Roy? Elle a dit que c'était tout réglé. Ah oui. Mme Roy a dit que c'était, tu as raison, elle a dit que c'était tout réglé. Sauf que ce qui est réglé, peut-être que c'est le fait que les CPE ou les garderies ne peuvent plus sélectionner les enfants selon l'origine ethnique ou religieuse. Mais le fonctionnement, je serais très curieuse de voir le fonctionnement de ces CPE et des garderies privées. Alors, ce n'est pas seulement une question théorique de dire « Ah, on ne veut pas, on veut que l'État soit laïque et que ses représentantes et ses représentants soient neutres ». Ce n'est pas une question théorique, c'est une question pratique. Il faut aller dans ces lieux pour savoir combien la religiosité s'installe et combien le fait laïque prend de moins en moins d'espace. C'est l'article 2 de la loi sur la laïcité qui impose la laïcité, qui définit la laïcité par 4 principes, ne s'applique pas dans les CPE, ne s'appliquait pas dans les CPE et les garderies privées. Et on voit toute l'importance du religieux. Et curieusement, le ministère de la Famille a dit à un journaliste qui a dit « Mais pourquoi vous acceptez que des CPE donnent de la nourriture halal à tous les enfants? » Le ministère de la Famille a dit « Oui, mais la loi sur la laïcité ne s'applique pas. » Comme si les principes jurisprudentiels, eux, ne tiennent plus la route et que c'est seulement les principes statutaires qui doivent s'appliquer. Alors, on voit que là, il y a une vraie dérive du ministère de la Famille. L'autre élément sur lequel je vais attirer votre attention, c'est dans les cégeps et dans les universités. Nous avons, pas dans les universités, c'est faux, dans les cégeps, nous avons rencontré plusieurs professeurs de cégep de Montréal qui nous ont dit à quel point les principes de laïcité, qui s'appliquent pourtant dans les cégeps, l'article 2 de la loi sur la laïcité avec les 4 principes de la laïcité s'appliquent dans les cégeps, nous ont dit à quel point la laïcité, parce que c'est tabou, parce que les directions de cégep ne veulent pas trop mettre de l'avant les principes de laïcité, qui veut dire qu'il n'y a pas d'activité religieuse dans les cégeps, qu'il n'y a pas de croyances religieuses qui peuvent prendre le dessus sur le régime pédagogique, par exemple, bien,
il faudrait qu'il y ait plus un resserrement là, dans les cégeps, justement pour appliquer les principes de laïcité. Beaucoup de cégeps, il y a des gens qui ont demandé des locaux de prière, ça a été accepté. On a donné des locaux de prière dans des cégeps. On a donné des locaux de prière dans lesquels on séparait les hommes et les femmes. Alors qu'on parle de l'égalité. Mais c'est jamais grave, hein? L'égalité entre les femmes et les hommes. Les femmes, si on porte atteinte aux droits des femmes et à l'égalité, c'est jamais grave. Comme j'ai dit en commission parlementaire, j'ai osé m'adresser à Madoua Cadet, la députée libérale de Sauvé, qui est d'origine haïtienne. Je lui ai dit, imaginez, parce que je faisais référence à la Société d'assurance automobile, si vous, on vous disait, je ne veux pas être servi par une Noire, comment vous réagiriez? Je me suis fait même gronder par certaines personnes. Je connais bien Madoua, alors je me suis permis de... Mais quand c'est une femme, c'est pas grave. C'est pas grave de dire, OK, on ne veut pas être servi par une femme, ma religion m'empêche d'être dans un véhicule seul. Et ça a été confirmé, ça a toujours lieu à la Société d'assurance automobile, c'est la pratique d'accommodement encore qui a cours aujourd'hui, même si, Guillaume et moi, on a bien dit aux gens de la SAC qu'on avait rencontrés au mois de juillet, c'est interdit. Puis ça dure depuis 2010. La Commission des droits de la personne avait donné cet avis à la SAC. On a dit, oui, mais depuis 2010, il y a eu la loi 62 sur les accommodements raisonnables qui dit qu'on doit respecter l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il y a eu la loi 21 en 2019, mais la Société d'assurance automobile fait comme si de rien n'était. L'autre élément sur lequel on est revenu dans notre rapport, et là, c'est vraiment inclus dans la loi, le projet de loi 9, c'est la tendance dans plusieurs cégeps de Montréal de certaines jeunes filles qui veulent porter le voile intégral. Plusieurs professeurs, hommes et femmes, nous ont dit à quel point non seulement cela amenait un climat de religiosité, encore une fois, mais deuxièmement, comment ça portait atteinte pour certains à la laïcité, mais aussi à l'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, j'ai dit, et je le dis dans le rapport, et je l'ai dit depuis 2007, accepter que des femmes soient complètement voilées dans nos institutions publiques, c'est accepter une atteinte à la dignité humaine de ces femmes-là. Et qu'on dit, une femme est à ce point indigne de se présenter en public, visage découvert, qu'elle doit absolument se voiler. Alors moi, comme État, si j'accepte ça, bien je pense que j'accepte donc le principe que ces femmes sont à ce point indignes. Alors, c'est déjà, donc, on avait dit, je l'ai déjà dit, et là, on le redit, et des professeurs en santé, en sciences de la santé, au cégep, qui nous disaient, quand on arrive pour faire des stages avec ces étudiantes-là qui arrivent en hôpital ou dans les CHSLD qui sont complètement voilées, imaginez les personnes, les patients qu'on sert, comment ils réagissent. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ne comprennent pas, et c'est impossible d'avoir une relation de soignante avec un patient si on est complètement voilé. Alors, on est très, très content que le gouvernement, que le ministre a retenu notre recommandation, qu'il n'y ait absolument pas, et là, qu'il n'y ait absolument pas dans l'espace civil qui appartient à l'État, donc là où il y a des services, parce que je fais de la distinction avec ce que tu disais, de personnes qui portent un voile complet. Ça va être difficile à faire appliquer, mais il faut que parce que c'est au nom de la dignité des femmes. Alors, tout ça pour vous résumer rapidement que la laïcité et l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est très lié. C'est très lié et c'est fondamental de se rappeler à chaque fois que la laïcité, c'est un instrument pour valoriser, pour faire valoir les droits des femmes. Désolée, Julie. Merci. Merci beaucoup.